Vous avez probablement entendu parler du DSA, la nouvelle loi européenne sur les services numériques. On nous la présente comme une protection. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt le début d'un système de censure qui dépasse largement les frontières de l'Europe ? On va décortiquer ensemble comment une décennie de réglementation est peut-être en train de redéfinir la liberté d'expression pour nous tous. Ok, alors pour bien saisir les enjeux du DSA, il faut faire un petit retour en arrière. Cette chronologie nous montre tout le chemin parcouru en 10 ans. On est parti de simples forums et de codes de bonne conduite, en apparence volontaires, pour arriver à une loi, et attention, une loi avec des dents, qui a déjà commencé à distribuer de très grosses amendes aux géants de la tech. Voilà, c'est là que tout commence. On se replonge au milieu des années 2010. C'est le moment charnière où les régulateurs en Europe ont vraiment commencé à s'intéresser à ce qui se disait en ligne. Et c'est là qu'ils ont posé les premières pierres de l'édifice actuel. À cette époque, les réseaux sociaux deviennent une force politique incontournable. Et ça n'échappe pas aux institutions européennes. Elles commencent à s'inquiéter de ce qu'elles appellent le discours de haine et la désinformation. Des récits qui, selon elles, remettaient en cause les politiques publiques. L'idée, c'était de reprendre un peu le contrôle du narratif en ligne, et ça a démarré de manière assez discrète. D'abord, en 2015, ils créent le Forum de l'UE sur l'Internet. Officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Puis en 2016, un code de conduite sur les discours de haine. Et en 2018, un code contre la désinformation. Sur le papier, tout ça, c'était volontaire. Des discussions, en somme. Mais en coulisses, la pression était déjà bien présente. Et c'est là qu'on passe à l'étape supérieure. Comment est-ce qu'on est passé de ces simples recommandations à une loi qui, aujourd'hui, force carrément la main des plateformes ? Alors là, cette citation, elle est exceptionnelle. Elle vient d'un haut fonctionnaire de l'UE et elle dit tout sans filtre. Avant, on espérait nuire à la réputation des plateformes, mais maintenant, on a la loi qu'on peut appliquer. C'est limpide, non ? L'époque de la suggestion, c'est terminé. Maintenant, c'est la loi, point final. Et pour bien sentir la pression que subissaient les plateformes, regardez cet email. C'est un employé de Google qui écrit à propos d'un groupe de travail de l'UE. Je suppose qu'on veut se joindre. On n'a pas vraiment le choix. Voilà, on n'a pas vraiment le choix. Ça résume parfaitement l'ambiance. Collaborez maintenant ou vous le paierez plus tard. Et tout ça nous amène donc au fameux DSA. C'est la concrétisation de toute cette pression. Cette loi transforme ce qui était volontaire en obligation légale, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Mais le plus important à comprendre, c'est que ça ne vise pas que les contenus illégaux. Non, ça va plus loin, ça cible aussi la désinformation et même les informations qui ne sont pas illégales. Une notion assez floue. Et cette notion floue nous amène à un des points les plus sensibles de toute cette histoire, ce que l'UE appelle la guerre contre le contenu limite ou borderline content. C'est un concept clé, alors on va s'y arrêter un instant. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux contenu limite ? C'est simple et en même temps très problématique. Il s'agit de contenu qui n'est pas illégal. Je le répète, ce n'est pas interdit par la loi. Mais selon les régulateurs, ça peut être préjudiciable. En gros, c'est légal, mais ça déplaît. Et c'est ça qu'il met dans le viseur. Et concrètement, ça ressemble à quoi ? Ce rapport de 2022 est très clair. Dans la catégorie contenu limite, on trouve les discours anti-establishment, anti-institution, anti-migrants ou anti-mesures Covid. On ne parle plus seulement de sujets de société, mais bien de la critique des institutions et des politiques publiques. Là, la ligne entre protection et contrôle politique devient vraiment très très mince. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, l'UE a même publié un manuel avec des exemples précis. Ce tweet, par exemple, qui s'oppose à une politique d'immigration, est cité noir sur blanc comme le type de contenu qui devrait être censuré. On n'est plus dans l'abstrait là, on est dans le ciblage direct d'opinions politiques. Et l'objectif est clairement affiché, déclasser, démonétiser et ajouter de la friction. En clair, il faut cacher ce contenu dans les algorithmes, s'assurer que ses créateurs ne gagnent pas d'argent avec et rendre son partage plus compliqué. C'est une forme de censure silencieuse qui vise à étouffer ses voix petit à petit. On pourrait se dire, bon, c'est une affaire européenne. Mais c'est là que ça devient encore plus global. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un véritable moteur de censure mondiale ? Regardez bien. À gauche, une lettre d'Alphabet, la maison mère de Google, qui alerte en 2025 que le DSA menace la liberté d'expression, bien au-delà de l'Europe. À droite, la sanction tombe. L'UE met une amende à X pour la gestion de ses coches de vérification. Une décision sur une fonctionnalité mondiale prise par un régulateur européen. L'avertissement est devenu une réalité. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2023, TikTok a annoncé la modification de ses règles communautaires pour le monde entier.
Et la raison invoquée, se conformer au DSA. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle l'effet Bruxelles, une loi européenne qui, dans les faits, dicte les règles pour tout le monde. Et cet effet se ressent aussi au niveau national. Selon des critiques comme l'homme politique Florian Philippot, le DSA impose la création d'agences de surveillance nationale. En France, c'est l'Arcom. Et selon lui, l'Arcom est en train de devenir la matrice de la censure, qui étend maintenant son pouvoir des médias traditionnels jusqu'au podcast, une toute nouvelle frontière. Alors, après tout ça, la question c'est où est-ce que ça s'arrête ? Eh bien justement, ça ne semble pas s'arrêter. Regardons ce qui se profile à l'horizon pour l'avenir de la parole numérique. On a déjà le DSA, mais voilà qu'une nouvelle proposition est sur la table. Ça s'appelle le bouclier de la démocratie. L'objectif affiché est de renforcer encore le pouvoir de l'UE sur ce qui se dit en ligne. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? D'abord, un protocole de crise pour permettre une censure accélérée lors de grands événements. Ensuite, des outils de vérification des utilisateurs. Et enfin, le plus marquant, l'utilisation des futurs portefeuilles d'identité numérique de l'UE pour lier nos comptes en ligne à notre identité réelle. En clair, ce serait la fin de l'anonymat en ligne. Tout ceci nous laisse face à une question fondamentale. À l'heure où les gouvernements veulent mettre des règles sur Internet, où est-ce qu'on place le curseur ? Où s'arrête la protection et où commence le contrôle ? La réponse qu'on apportera à cette question va dessiner le visage de nos libertés pour les années à venir.